guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, cette vidéo, c'est une vidéo particulière. Je sais qu'un peu partout, on entend, je vois beaucoup de témoignages, des cas de personnes qui disent la protection de la jeunesse, la DPJ, ou tous les termes un peu partout que vous utilisez sont venus prendre nos enfants. Ou en Occident, ils prennent nos enfants, ils sont méchants comme ça, ils nous prennent nos enfants pour saboter nos enfants et tout ça. J'ai essayé de regarder, en même temps dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Ça c'est sûr, c'est la DPJ, la protection de la jeunesse au Québec. Mais j'imagine ailleurs, il y a aussi les mêmes lois, mais c'est quand même similaire sur les règles de base. Donc, juste se rappeler, parce que je sais qu'il y a certaines actions qu'on peut faire. Il n'y a pas de manuel pour être un bon parent. Donc, certaines fois, on peut faire quelque chose, on prend pour acquis que c'est tout à fait sain et normal. On n'a pas l'intention de nuire à l'enfant, mais finalement, on se retrouve à nuire à l'enfant et le résultat amène qu'il y a des intervenants qui vont trouver qu'il y a de quoi qui s'est passé. Ils se disent, cet enfant-là, on doit faire enquête dessus, on doit l'observer un peu plus parce que il y a quelque chose qui ne passe pas. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, encore une fois. C'est sûr qu'il y a des cas particuliers où des parents, des personnes à charge, des tuteurs, ils sont malmenants. Eux autres, c'est un cas particulier. Mais je parle à la base, il y a beaucoup de parents, ils ont fait ce qu'ils ont cru qu'était normal. Et maintenant, c'est pas nécessairement normal. Ça fait beaucoup plus de tort à l'enfant que pas. Donc, on va regarder ensemble les différents cas qui peuvent amener un signalement à la DPJ. La protection de la jeunesse, qui vont voir votre dossier, ils vont s'intéresser à vous. Quand vous envoyez l'enfant à l'école, que vous envoyez l'enfant à la garderie, à la crèche, des fois même, vos voisins peuvent signaler quelque chose chez votre enfant. On va regarder tout ça ensemble. On est chez Ladoa. It's about everything. Comment ça fonctionne quand je dois faire un signalement à la DPJ? Je m'appelle Roxane Larocque, je suis psychologue et je te parle de ça pendant quelques minutes. En fait, ça se passe de la même manière que pour tous les citoyens du Québec qui veulent faire une plainte. Donc, il n'y a pas de processus particulier pour les professionnels, sauf que je voulais quand même mentionner que comme professionnel, on est tenu, comme le reste de la population, à signaler lorsqu'on croit qu'un enfant, le développement d'un enfant est compromis, et ça passe par-dessus le secret professionnel. Donc, c'est une raison qui justifie que l'on confie, en fait, qu'on brise le secret professionnel lorsqu'on croit que la sécurité du développement est compromis chez un enfant. Ça peut se passer de trois manières. Soit je reçois une confession, donc dans le cadre de ma psychothérapie, par l'enfant ou les parents. Soit je suis témoin de quelque chose, donc dans la salle d'attente, durant une rencontre ou quand les gens le retournent à leur voiture, par exemple. Et la troisième situation, c'est où je n'aurais eu ni confession et ni observation directe, mais sur le plan clinique, j'ai des raisons de croire qu'il se passe quelque chose et il faut vraiment que ce soit justifié, c'est-à-dire que c'est pas juste une crainte ou quelque chose au niveau clinique, il y a vraiment des éléments suffisants me permettant de croire que cet enfant-là est en danger. Donc, par exemple, je pourrais voir des bleus, avoir des blessures qui sont inexpliquées, qui sont très, très louches, qui sont à répétition, ce genre de choses-là. Comment ça fonctionne? D'abord, j'ai à faire un appel. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Comme je disais, vous pouvez trouver très facilement en ligne le numéro de téléphone pour rejoindre la centrale de votre région administrative. Et pendant le signalement, on nous demande en fait les coordonnées de l'enfant, son nom, son adresse, la famille, le nom des parents, l'école qu'il fréquente, des choses comme ça de base pour ouvrir le dossier. Ensuite, il récolte les faits, donc qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait le signalement. Et il peut y avoir quelques questions. Ça dure généralement 10, 15, 20 minutes, là, dépendamment de la situation. Et après ça, c'est à eux de prendre une décision. Donc, ils vont analyser tout ça, ils vont faire de leur côté les démarches pour voir s'ils retiennent ou non le signalement. Et si le signalement est retenu, il va y avoir des stratégies d'intervention, de mise en place, donc pour appliquer des mesures de protection pour arrêter idéalement la situation de compromission de développement. Ça se fait de manière confidentielle. La DPJ n'a pas le droit de révéler, à moins d'avoir obtenu le consentement de la personne qui a signalé. Je vais quand même vous dire que moi, de mon côté, quand c'est possible, donc quand il n'y a pas de risque pour la sécurité imminente de l'enfant, je partage toujours le signalement que je vais faire avec la famille, avec l'enfant, même que souvent ils le savent, qu'en me disant telle chose, j'aurais pas le choix de signaler parce que c'est dans le consentement initial, donc ça fait partie des choses qu'on a abordées lors du début des rencontres. Et je le fais parce que mon objectif, quand j'appelle la DPJ, c'est de remplir mon devoir de citoyenne, donc mon obligation citoyenne, mais en préservant idéalement le lien de confiance, parce que je ne fais pas un signalement contre un parent, je fais un signalement pour l'enfant. Donc, idéalement, je ne veux pas briser mon lien de confiance avec cette personne-là. Je veux pouvoir les appuyer, pouvoir recevoir aussi ce que ça provoque comme émotion chez eux. Ce qui n'est pas nécessairement possible si, par exemple,
Je pourrais travailler dans un contexte où j'ai peur que si le parent est au courant du signalement, il va quitter la province avec l'enfant. Je donne des exemples comme ça pour vous montrer un exemple de dangerosité là, qui pourrait arriver. Mais sinon, je le fais conjointement avec les familles. J'essaie de rassurer les enfants, mais en étant très, très authentique. Donc, je ne peux pas savoir ce qui va se passer par la suite. Je ne sais même pas si le signalement va être retenu. Donc, on plonge un peu dans l'inconnu, mais c'est important pour moi de continuer à soutenir les enfants dans ce processus-là. Ça fait déjà 4 minutes, donc je m'arrête. Mais si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur ce thème-là, n'hésitez pas, je vais pouvoir refaire des vidéos. Déjà, il faut savoir que quand il y a la sécurité ou le développement de l'enfant est considéré comme un compromis, donc on sent que c'est mis, il y a des carences sur ça, il manque un soutien face à ça, c'est sûr que la loi de la protection de la jeunesse, ils vont s'en mêler, ils vont regarder, ils vont être alertes, ils vont dire quelque chose qui passe pas. Donc les 7 grands signes qu'il y a, c'est l'enfant est abandonné, tout simplement. Donc que ce soit l'enfant, ben, il y a pas un père qui signe pour lui, qui vient le chercher, ou une mère, où il n'y a pas de tuteur non plus légal et apte. Des fois, dans un centre médical, un enfant tombe, il a une chute, mais il n'y a personne qui vient le chercher. L'enfant, ben, il est abandonné. Il n'y a personne qui vient, qui est à sa charge. Et malheureusement, même en 2025, il y a beaucoup de cas d'abandon d'enfants. L'enfant est négligé ou risque sérieusement d'être négligé. Négligé, comment en observant le tout, il y a un système d'observation qui se fait. Donc, on peut voir, par exemple, que l'enfant qui se promène c'est une saison froide, tous les enfants, ils ont des manteaux, et cet enfant-là, il a un petit manteau léger ou il a un petit chandail. Et puis, c'est pas un accident que, vous savez, des fois, on n'a pas le contrôle de qu'est-ce que l'enfant décide de mettre, mais à tous les jours, il fait froid, c'est en plein hiver, et on voit l'enfant, il n'a pas de manteau. On réalise qu'il n'a pas de gants, il n'a pas de foulard, il n'est pas équipé. C'est un peu de la négligence, ou des fois, on peut sentir qu'une fois sur deux, il n'a pas de lunch, ou il a un lunch limite. Donc, pour aller faire, un enfant va faire une journée à l'école, comme lunch qu'on va lui mettre dans sa boîte à lunch, c'est un pain avec du ketchup et la mayonnaise dedans. Juste un exemple, mais c'est des faits réels qui arrivent. Et puis, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de collation, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être un signe de négligence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman, papa, à la maison, ça va bien? Est-ce qu'ils ont fait l'épicerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, il y aurait le monde qui observe, ils vont commencer à se dire, il y a quelque chose. L'enfant subit de mauvais traitements psychologiques. C'est-à-dire, mauvais traitements psychologiques, les paroles. Des fois, on ne se rend pas compte. À force de dire à un enfant, et puis il y a beaucoup de parents qui se disent, mais quand un enfant est jeune, il ne comprend pas. Les enfants, de toute façon, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. C'est erreur. Erreur. L'enfant, il comprend. Il est une éponge. Au contraire, c'est là qu'il est le plus vulnérable parce que il reçoit toutes les formations au contraire. Il reçoit même plus d'informations que nous, adultes. Donc, si à force de rabaisser ton enfant, de l'insulter, de le traiter mal, de le mal parler, toi, tu es un incapable comme ton père, toi, tu es un ci comme ta mère, toi, tu es un ça. Mais l'enfant, il va finir par répéter les paroles qu'on lui dit, peut-être à d'autres personnes, il va le répéter. Ça va devenir comme pour lui dans son vocabulaire. Et là, on se dit, mais un enfant de 5 ans, il y a certaines paroles qu'il a la base de répéter ou pas. Si à 5 ans, tu parles d'une certaine façon, on se pose des questions et puis il dit, ah, mais maman, c'est ça qu'elle me dit toujours. Et oui, il y a des enquêtes qui vont être faites. Ici, il y a l'enfant est exposé à la violence conjugale directement ou indirectement, incluant en contexte de post-séparation. Donc, des fois, on parle, vous savez, dans ma chaîne, je parle beaucoup d'amour-misère. Et puis, je dis que, tu sais, l'amour-misère, on pense que c'est juste en 2 partenaires que ça consiste. Si c'était juste ça, je dirais, vivez dans votre amour-misère, buvez votre amour-misère, même on s'en fout. Malheureusement, dans des relations d'amour-misère, quand il y a des enfants dedans, la personne qui va souffrir le plus, c'est les enfants. Et c'est eux autres qui sont concernés. C'est-à-dire, un enfant qui grandit dans son foyer, dans sa maison, où ce qu'il voit son père qui domine sur sa mère, qui lui lance des choses, qui se défoule sur sa mère continuellement physiquement, peu importe que lui, le père peut dire, mais moi, je touche pas à mon enfant, ou la mère, moi, on touche pas à l'enfant. L'enfant est témoin de ça, il enregistre ça,
ça, vous venez de créer un ravage chez l'enfant, donc vous n'êtes pas apte et responsable à vous occuper de cet enfant. Déjà, vous n'êtes pas apte et responsable à vous occuper de vous-même parce que qui, comme adulte conséquent, responsable, va rester dans un amour misère, un amour violent. Et même, on dit indirectement aussi, c'est possible que l'enfant, vous avez votre sœur, donc c'est sa tante, et sa tante, c'est elle la gardienne de l'enfant, n'est-ce pas? Donc, parce que vous devez aller travailler, donc votre sœur, elle vient garder son neveu, sa nièce, mais de temps en temps, cette tante-là, elle vit dans une relation avec la violence conjugale. Donc, l'enfant, il passe beaucoup de temps avec sa tante indirectement. Croyez-moi, vous avez mis votre enfant dans un lieu insécure. Vous avez créé du stress et de l'insécurité à votre enfant. Quand il y a une scène, l'enfant va vouloir défendre la personne qu'il veut défendre. Il peut recevoir des coups, il peut sortir victime. Donc, ça aussi, et puis des contextes de post-séparation. Vous savez, quand c'est en cours de séparation, il y a beaucoup de couples qui disent, mais on va attendre de terminer le bail, on va terminer le truc, le temps que tu cherches une maison. Ils sont en train de faire la séparation et il y a plein de stress, de pression. L'enfant se retrouve dedans. Ça aussi, la protection de la jeunesse peut retirer l'enfant parce que l'enfant n'a pas à vivre tout ça. Peut-être vous, comme adulte, vous avez décidé que vous voulez vivre tout ça, mais l'enfant, il n'a pas à vivre tout ça. Et encore une fois, j'en profite de dire, celles qui trouvent comme raison de dire, moi je reste dans cette relation-là, c'est à cause des enfants, t'es égoïste, tu le fais que pour toi. Il n'y a aucun intérêt de tes enfants, je te mets ça en tête, tu peux, fâche-toi comme tu veux, mais il n'y a aucune raison que tu restes dans une relation malsaine pour tes enfants. Arrête d'accuser les enfants de tes choix, ok? L'enfant subit ou risque sérieusement de subir des abus du point de vue de son corps et tout. Donc, que ce soit, il a subi, soit il vit des attouchements, l'enfant va parler. Des fois, il le vit déjà, il vit un mutisme, il vit de quoi. Mais si il le vit déjà, et puis il est encore on voit qu'il est encore dans ce milieu, peut-être la personne qui le fait ça, c'est son père, c'est le nouveau conjoint de sa mère, c'est sa mère même, c'est son tonton, c'est sa tata, c'est le voisin qui est trop proche, c'est quelqu'un qui est directement en lien avec l'enfant et puis on sait que l'enfant subit ça ou risque de subir ça parce qu'il subit déjà des attouchements ou des regards bizarres. Mais telle personne, l'ami de maman me regarde toujours bizarrement et puis il veut toujours venir me voir quand je prends ma douche. Mais ça, c'est déjà un signalement parce que l'enfant, il demande des conseils. Il sent que quelque chose n'est pas normal. Donc, faut pas vous dire pourquoi on a retiré l'enfant à cause de ça. L'enfant, il exagère. Et aussi, quand l'enfant a de graves troubles de comportement. Oui, un enfant qui a des troubles de comportement, on le voit que il a des troubles de comportement et les parents font rien en sorte. Il y a des suivis. Quand on voit un enfant qui est hyperactif ou qui agit d'une façon, ils vont pas venir le prendre, le placer. Ils vont essayer d'observer, faire des interventions, voir si l'enfant a besoin de spécialistes, voir s'il a besoin d'intervention pour savoir d'où ça vient. Et il n'y a aucun suivi. Le parent s'en fout. Ah, ben laisse-le comme ça, il s'en fout. Mais l'enfant est perturbant. L'enfant, on le voit clairement qu'il a besoin d'être diagnostiqué. Il a besoin d'être pris en charge. Et il n'y a pas de prise en charge, mais l'État va devoir le prendre en charge pour chercher des spécialistes pour cet enfant. Et ça, c'est un fait. Donc, on a déjà regardé ensemble les 7 points qui peuvent faire que, oui, c'est assez pour pouvoir s'intéresser à votre enfant. Donc, si vous êtes dans ce point de vue-là, sachez-le, c'est pas parce que vos enfants sont les plus beaux et que l'État veut voler vos enfants. C'est parce qu'à quelque part, il y a une de ces branches-là qui a pas été respectée ou qui porte à préjudice. Là, maintenant, on ajoute 2 autres cas qui peuvent aussi être considérés comme des compromis. On a soit un enfant qui est en fugue. Donc, peu importe l'âge de l'enfant, il décide de quitter chez ses parents, il quitte sa maison pour s'en aller n'importe où, qui fait des fugues, que dès qu'il fait une fugue, il risque d'être placé parce que on doit analyser le tout. Il y a des éléments, ça veut dire que l'enfant n'est pas bien à la maison. Et habituellement, notre maison, c'est supposé être notre lieu de confort, ta zone de confort. Donc, si tu n'es pas bien dans ta zone de confort, c'est qu'il y a quelque chose dans ta zone de confort, c'est clair.
Et l'enfant est délaissé par ses parents après avoir été placé en vertu de la loi sur les services de la santé et des services sociaux. Donc, ça veut dire que l'enfant a eu un placement et là, on est en train de l'analyser, regarder le tout et devinez quoi? Il y a plus, les parents, on donne rendez-vous aux parents, les interventions pour pouvoir rencontrer les parents se déplacent pas, peu importe les raisons. Des fois, les parents vont avoir des raisons, ah, mais je peux pas me déplacer à cause de mon travail. Baliverne, bêtise. Tu sais que tu travailles, techniquement, tu dis que tu travailles, c'est pour tes enfants. Mais ça veut dire que si ton enfant a un problème, on te donne un rendez-vous pour le rencontrer, pour trouver une solution à cette situation. Et toi, tu trouves plus important d'aller travailler, faire de l'argent, tu es déjà incompétente dans ton rôle de parent. Oui, je le dis comme que c'est. Donc, et ça peut être une raison que tu n'as plus du tout l'accès à cet enfant-là. Il y a la question maintenant, on va parler avec le thème de l'abandon. Déjà, pour le thème de l'abandon, il y a une fois, j'avais regardé un témoignage. C'est un témoignage, en plus, c'est sur la chaîne de Kabibi Show. Elle fait des témoignages de différentes personnes, surtout issues du côté africain. Et c'était une femme, un homme qui racontait un père de famille qui était séparé de la mère de ses deux enfants. Et puis il racontait, il se trouvait pris au dépourvu et il avait décidé de ne rien faire comme solution parce qu'il disait, mais si je dénonce la situation, on va me prendre ils vont placer les enfants, ça peut être plus un problème. Mais lui, il comprenait pas qu'en ne faisant rien, c'était un problème. Et je souhaite pas aux gens de faire ça parce que vous comprenez pas que quand vous voyez un parent nocif, toxique pour l'enfant, vous décidez de rien faire parce que vous dites, moi, je ne vais pas placer l'enfant, ça peut être plus grave, mais vous sabotez la chance de l'enfant. On explique le tout. Un petit résumé. C'était la mère, c'est une femme de trentaine, mi-trentaine, peut-être elle était même début quarantaine, cette femme-là, c'est-à-dire c'est une adulte. Donc, elle avait deux enfants, son plus grand avait 14 ans, son autre avait 11 ans, et cette femme, c'est une Congolaise. Donc, elle avait décidé d'aller... elle avait trouvé l'amour au Congo avec un homme marié en plus. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un est bête, fait des choix bêtes. Donc, elle était allée faire... Elle avait pris son argent, tu sais, d'allocation, comme elle trafiquait le système, tu sais, des fois, qui prend le chômage et puis qui en profite pour aller voyager. Puis, elle faisait son enfant plus grand signé pour elle en France. Bref, elle faisait déjà des trafics comme ça, mais c'est pas nouveau. Ils font beaucoup. Quand je regarde ce genre de témoignages-là, j'ai vu, c'est juste des trafiqueurs qui font là. Et après, ils s'étonnent que la loi change. Mais quand tu trafiques comme ça un système, étonne-toi pas. Bref. Et là, maintenant, cette femme, justement, elle était partie faire 9 mois au Congo. Tu sais, 9 mois au Congo. Et elle avait laissé ses enfants dans un appartement HLM alors qu'on se rappelle que le plus vieux a 14 ans, l'autre a 11 ans. Tu sais, oui, on peut dire 14, 11 ans, ils sont assez grands pour se lever, se prendre leur bain, faire des petites tâches tout seuls, mais c'est des enfants là. Pendant 9 mois. Et elle, pour se soulager, il y avait une voisine, elle disait juste à sa voisine, ah, de temps en temps, veille sur les enfants. Mais elle s'en foutait complètement. Elle était partie au Congo pour aller se faire brasser, se faire secouer, se faire prendre par un homme qui était déjà marié en plus. Donc, on essaie de comprendre. Mais c'est ce genre de femme-là qui, après, si jamais il y aurait eu un signalement pour prendre ses enfants, c'est ce genre de femme-là qu'on va voir dans les bureaux en train de pleurer, menacer les travailleurs, les travailleurs sociaux, en les traitant vous êtes mauvais, vous êtes raciste, vous voulez prendre mes enfants, vous êtes comme ça. C'est elle qui va manifester, alors que quand on regarde ça, c'est juste d'imaginer, tu as laissé tes enfants pendant 9 mois pour aller au Congo, te faire prendre par un homme marié qui te mettait dans des hôtels, des motels, et pour essayer de montrer vivre la vie. Peu importe que tu t'es fait prendre ou pas, bref, juste d'imaginer, tes enfants, ils ont 14, 11 ans. En plus de ça, tu conditionnais tes enfants à arnaquer le système. Donc, tes enfants sont conditionnés. L'enfant, c'est eux autres qui devaient puncher, je crois, à chaque semaine pour le chômage. Tu dois puncher pour qu'elle reçoive son argent. Donc, déjà, elle trafiquait double le système. Donc, cas d'abandon. Donc, on entend ici, l'enfant ne vit plus avec ses parents et n'a pas de domicile fixe. Ça, c'est un cas d'abandon. L'enfant dit avoir été mis à la porte de chez lui. L'enfant et aucune autre personne n'assume les responsabilités parentales. Les parents sont décédés et aucune... Ça, c'est un cas d'abandon dans ce cas-ci.
Mais pour le cas de ce que je vous ai raconté, ça serait plus un cas de négligence. Ça, c'est l'article 38 toujours, mais il y a le cas d'abondance, c'est l'article 38A. Le cas de négligence, c'est l'article 38B. Ça, c'est négligence sur le plan physique. Ici, absence ou insuffisance de nourriture ou nourriture inadéquate. Et puis, il y a beaucoup de cas comme ça de femmes, quand elles font des enfants, elles reçoivent l'allocation. Moi, je dis l'allocation familiale que le gouvernement donne. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est pour les enfants. Oui, c'est sûr, c'est possible qu'il arrive que tu prends un peu de l'argent, tu t'achètes ton paquet de Kotex avec l'argent, tes serviettes sanitaires. Je peux comprendre. Il arrive quelque chose. Mais c'est l'argent des enfants. C'est-à-dire que tu dois mettre dans le budget pour te dire l'allocation familiale. Si mon enfant a besoin d'un tuteur, ses activités parascolaires, il a besoin des nouvelles, des trucs comme ça doit aller dans ça. Ses activités au-delà de l'école, peut-être il y a un cours de mon enfant, il aime le dessin, je vais en profiter d'une partie de l'argent, inscrire mon enfant dans son cours de dessin. En tant que tel, moi, pour moi, c'est comme ça, je vois l'argent que le gouvernement donne, c'est pour encadrer l'enfant, pour lui donner plus de ressources. C'est comme si le gouvernement, c'est le parrain de l'enfant, et puis il donne l'argent pour que tu investisses dans l'avenir de l'enfant. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'autres personnes le voient comme, ils prennent l'argent, ils commencent à aller nourrir la famille affamée au pays, ils commencent à aller construire des maisons au pays où ils savent que l'enfant aurait jamais accès à ces maisons parce que leur famille affamée, ils vont prendre la maison. Moi, je dis, quand tu es en Europe, tu as des enfants, mais même en Europe, quand tu es en Occident, tu es au Canada, peu importe, aux États-Unis, tes enfants, ils sont nés au Canada, ils sont nés aux États-Unis. Même si tu fais une grosse maison, dès que tu permets à tes familles affamées de s'installer dans ta maison, tes enfants, ils vont pas avoir aucun droit sur cette maison. Même si légalement, ils ont des droits, mais ta famille affamée vont être prêts à faire du mal. Si tes enfants, ils sortent du pays, mettons, du Canada. Moi, j'arrivais, je sors du Canada, ma mère a construit une maison, mais elle a fait s'installer dans sa maison plein de personnes là. Plein de suppositoires, plein de gens qui sont là, leurs enfants grandissent dans la maison de ma mère. C'est-à-dire que même si moi, je déciderais de dire, ah, dans cette maison-là, ça serait, je vais faire un auberge. OK, on va tout changer les choses de place. Ils seront prêts à m'enlever la vie, là. Moi, même si je suis l'héritière de ma mère, je suis l'enfant de ma mère, eux autres, même si je suis techniquement leur famille, ils vont être prêts à m'enlever la vie parce que je les chasse de leur maison. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser quand vous investissez. La seule façon que vous investissez pour votre enfant dans un patrimoine, vous faites la maison à votre nom avec des notaires, du côté notaire, et la maison, elle ne doit pas être habitée par vos parasites. Bref. La négligence sur le plan physique, comme je disais, c'est absence et insuffisance de nourriture ou nourriture inadéquate, quête de nourriture de la part de l'enfant. Quand l'enfant se retrouve à demander de la nourriture, aller chez le voisin, est-ce que tu peux me donner à manger? Commencer à quitter ses amis qui le nourrissent. C'est déjà un système de négligence. Manque constant d'hygiène. On voit un enfant, tu le vois qu'il n'a pas de soins, il y a des poux. Des fois, c'est des choses simples qu'on peut voir. On le voit que l'enfant, il se baigne pas tous les jours. Pas parce qu'il veut pas se baigner, parce qu'un enfant, techniquement, c'est la base de se baigner tous les jours. Mais il n'a peut-être pas accès à se baigner tous les jours. Aussi simple que ça. Ses vêtements, on le voit qu'ils sont pas nettoyés, ils sont sales. Le vêtement, tu l'avais vu, surtout un professeur, les systèmes d'éducation, c'est eux qui les repèrent. Il voit l'enfant, il portait son chandail gris. C'est pas comme si c'est son chandail préféré. Mais il voit tous les jours pendant du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le même chandail. Là, le chandail, c'est pas parce que c'est son chandail préféré qu'il porte. Le chandail est déchiré, usé. Ses chaussettes, et ça se voit même plus. On le voit qu'il est sale, là. Ça, c'est manque d'hygiène. Vêtements inadéquats selon la saison. Aussi, on a ici, en Amérique du Nord, on a 4 saisons. Donc, chaque saison a leur type de vêtements. Et quand t'es parent, t'as pas le choix de veiller à ça. Oui, c'est vrai, ton enfant peut dire, maman, je vais mettre mon costume Spider-Man. OK. Mais on est au mois d'automne, dans ton costume Spider-Man, t'as ton chandail, t'as ta veste, t'as ton parka, il pleut, t'as tes bottes de pluie, et il neige, t'as tes bottes d'hiver, t'as ton pantalon de neige. En été, tu sais, t'as tes vêtements d'été, t'as tes shorts, tes petits vêtements d'été. Tu dois avoir une rotation. C'est clair et net. Insalubrité du milieu de vie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il vit dans un appartement, une maison,
c'est sale. Il y a des rats, des croquerelles en titre de voisins. Tu sais, l'enfant est en train de lui dire, le rat dans l'immeuble a mangé mon souper. Et puis, il y a réellement un rat. Tu arrives, tu visites le lieu de l'enfant, l'enfant a aucun endroit pour dormir. Beaucoup de personnes, en plus, ils font cette erreur-là. Moi, je vous expose. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Eux autres, ils font venir leurs cousins, cousines, des membres de leur famille, amis, et puis ils mettent ces personnes-là, ils installent ces personnes-là dans la chambre de l'enfant. Ça veut dire que les personnes viennent tout sales, tout puant dans la chambre de votre enfant. Votre enfant a même pas son espace. Non, moi j'ai un enfant, même si j'ai quatre chambres, ok? J'ai ma chambre pour moi, mon enfant a sa chambre, il a sa salle de jeu. Et j'ai ma petite chambre de bureau. Ah, mais Doha, mais tu peux recevoir quelqu'un, t'es supposé avoir 4 chambres. Eh oui, mais je vais pas prendre la chambre de mon enfant ou sa salle de jeu pour ta chambre. Limite, je peux prendre peut-être mon bureau, mettre un petit matelas dans mon bureau, si vraiment on a vraiment une belle relation, et puis je te mets un petit matelas dans mon bureau. Mais je vais pas sacrifier la chambre de mon enfant et sa salle de jeu. Eh oui, 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 oui. Même si tu dis, ah, mais il y a la salle de jeu, il y a juste plein de petits jeux là, tu peux rester là. Non! C'est l'espace de mon enfant. Et la chambre, le salon, ça doit être distinct. Il y a un sofa, il y a l'air de sofa. La salle à manger, c'est là qu'on va souper. La cuisine, c'est là qu'on prépare la nourriture. Mais tout doit être placé, doit être ordonné. L'enfant, là, il ne doit pas cohabiter avec les croquerelles, les croquerelles, les rats et puis les choses. Là, et puis, il y a plein de choses partout, des bouteilles partout. Le monde rentre. Il n'a même pas d'espace pour avoir son espace à lui. C'est-à-dire, l'enfant, s'il veut avoir son espace à lui parce que il a des émotions, je peux même pas l'envoyer dans sa chambre. Tu sais, il va faire un petit tour dans ta chambre. Il n'y a pas de chambre. Et puis la maison est sale. Il faut nettoyer votre maison aussi. L'enfant, il commence à tousser tout le temps. Il est fragile, il tousse tout le temps à cause de ta maison est sale. Hey. Conditions de milieu de vie inadéquates ou présentant des risques de blessures pour l'enfant. Aussi simple. Substances ou objets dangereux accessibles à l'enfant. Donc, tu consommes des produits, des trucs comme ça, les produits de nettoyage, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air, tout est à l'air libre. L'enfant de 2-3 ans qui est en train de découvrir, d'explorer sa vie, qui touche à tout, tu sais, les enfants de 2-3 ans, oui, c'est eux autres. Eux, ils touchent à tout, ils sont là, Aki! Ils commencent à toucher à tout. Toi, t'as pas de tiroir de sécurité, t'as rien. L'enfant, il peut avaler n'importe quoi. Tous tes médicaments, ils sont tous mis à terre comme ça à sa disposition. Choisis le médicament que tu veux aujourd'hui, mon enfant. Il y a un problème. Absence de domicile familial. Ça veut dire que toi, tu es un parent, ben, tu as fait ton enfant, puis tu vis à la rue. Toi-même, tu n'as pas d'endroit où dormir. Tu dors dans une auto, tu dors dans les centres, tu dors dans les foyers, tu dors dans les rues. Mais ton enfant, pourquoi il doit subir ton manque? Il y en a aussi négligence sur le plan de santé, malnutrition sévère qui risque d'entraîner des problèmes de santé, maladies non traitées, blessures non soignées, refus ou négligence des parents ou de la personne qui est à la garde de l'enfant de consulter un professionnel ou un professionnel de la santé pour des besoins essentiels de l'enfant, problèmes de santé mentale, caries dentaires, retard de développement, déficience visuelle, auditive, motrice. Ça, c'est important, hein? Quand l'école vous convoque, vos enfants vont à l'école, la garderie, on fait une convocation. On veut vous voir. C'est pas question, mais moi, je suis occupée, je travaille. Tu travailles on s'en fout. Tu prends congé, tu dis à ton travail, tu sais quoi? Mon travail, c'est pour faire vivre cet enfant-là. Là, on veut me voir pour cet enfant-là. Tu te disposes pour trouver le temps pour venir. Et puis maintenant, si la personne dit, ben là, on constate que l'enfant, il fait beaucoup de crises parce que tu sais, c'est comme, on peut pas diagnostiquer, c'est vrai, mais tu sais, à chaque fois qu'il mange des choses sucrées, il fait des crises. Peut-être il faudra aller voir un dentiste. Tu sais, juste pour voir c'est quoi. Parce que, tu sais, ça a rapport avec ses dents. On comprend dans sa bouche, chaque fois qu'il mange quelque chose de sucré, ou chaque fois qu'il mange quelque chose de froid, on l'avait tantôt mangé, tous les enfants mangeaient une crème glacée, ou peu importe qu'ils boivent du jus, c'est trop froid, ils crient. Mais, tu sais, on constate que ça peut être des caries ou quelque chose dans la bouche, ça a rapport avec la bouche. Donc, juste aller consulter un dentiste. T'es qui, toi, pour me dire que mon enfant doit aller voir un dentiste? Ben, je suis avec ton enfant à longueur de journée. J'ai constaté beaucoup de choses sur cet enfant.
Donc, voici qu'est-ce que je te dis, mes constats. Si toi, tu m'écoutes pas à chaque chose que je te dis, il y a un problème. Je te dis, ben regarde, ton enfant est à l'école, il est myope. Clairement, là, je peux pas te dire s'il est myope ou pas, c'est vrai, mais je vois que ton enfant, quand il est assis, j'ai essayé de trouver des interventions pour lui parce que je vois quand il était assis, il était comme ça. Même si on écrivait gros au tableau, il restait comme ça. Là, je le mettais devant et puis c'était jamais assez, je vois qu'il restait. Je pense que il faudrait l'amener voir un ophtalmologue parce que peut-être ses yeux, il a besoin de faire des tests de vision. Toi, t'es parent, ben je m'en fous, c'est pas à moi de le faire. Eh, tu négliges ton enfant. Mauvais usage de médicaments pouvant entraîner des conséquences graves pour l'enfant. Il y a des parents, pas justement, ils écoutent leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, ils écoutent la voisine, sauf d'aller voir consulter un médecin. Ils voient que le petit bébé est un petit peu malade, a une petite fièvre. Ah, mais tu sais, mon enfant à moi, quand il avait une fièvre, je lui donnais un petit peu du Tylenol ou je lui donnais un petit peu d'aspirine, il allait mieux. Eh non, tu n'as pas le droit d'administrer quoi que ce soit si ça n'a pas été confirmé dans l'ordre de médecin. Donc, ça aussi, c'est criminel. Négligence sur le plan éducatif par manque de surveillance ou d'encadrement. Ça aussi, c'est important de noter ça. Manque de stimulation de l'enfant sur le plan langagier, moteur, social ou intellectuel compte tenu de son groupe d'âge. Vous avez un bébé là, beaucoup de personnes y pensent, moi j'ai acheté un beau petit pyjama à mon bébé, je suis le meilleur parent. T'es un échec. Et je te le dis direct. Parce que tu dois stimuler l'enfant. L'enfant, là, quand on regarde, ils sont là pour apprendre les choses. Donc, toi, tu as ton enfant, et puis rendu à 2 ans, il sait pas, à 2, 3 ans, il sait pas que ça, les couleurs, ça c'est orange, c'est couleur primaire. Tu ne le stimules pas avec les formes. Il y a des choses, des fois, tu dois prendre le temps de t'asseoir avec ton enfant dans son petit tapis de jeu. Tu es assis à côté de ton enfant et tu parles. Orange, orange, orange. Et tu joues avec ton enfant. De temps en temps, tu tapes des mains, vous mettez des musiques. Quand tu vas te promener avec l'enfant, tu l'apprends des choses. Donc, si tu fais aucune stimulation, rien du tout avec l'enfant, l'enfant reste dans son parc, il est en train de frapper sa tête dans le mur. Toi, tu es au téléphone, en train de donner des blagues, tu es en train de parler avec tous tes amis. Tu es un mauvais parent, désolé. Choix du gardiennage non approprié. Tu as envie d'aller t'envoyer en l'air, mais tu es comme ta mère peut-être qui gardait l'enfant, la grand-mère de l'enfant n'est pas disponible, les gens ne sont pas disponibles. Toi, t'envoies ton enfant chez ton voisin qui se pique tous les jours, qui prend des substances, qui est bizarre, qui est toujours dans des choses bizarres, qui est douteux. Tu mets ton enfant là. Mais tu prends pour qui? Tu sais, tu peux pas mettre ton enfant n'importe où sous prétexte que tu dois y aller. Ah, je dois aller, je vais être en retard au travail. Mais j'ai déposé mon enfant chez, tu sais, j'ai vu un petit clochard qui était pas loin, là. J'ai vu ce type-là, il va garder l'enfant. Mais t'es quel genre d'humain que t'es? Absence d'une routine de vie stable. Quand vous décidez de faire des enfants, c'est pas juste tu fais un enfant parce que tu veux garder ton homme. Tu fais un enfant, tu dois donner une routine à ton enfant. Du matin jusqu'au soir. Son lever, il a une routine. Jusqu'à ce qu'il va se coucher, il a aussi sa routine. L'enfant, même lui, dès qu'il arrive vers l'heure de 7 heures, il sait qu'à 8 heures du soir, il est supposé dormir. Dès qu'il est 7 heures, cet enfant-là lui-même, il va déjà se sentir fatigué. Il va commencer à demander, mais je dois pas boire mon lait pour aller dormir, là. Il lui-même, il te le dit. Ou des fois, il va pas vouloir dire aller dormir, il va dire, mais je dois pas boire mon lait. Parce qu'il a déjà dans sa routine que il doit dormir bientôt, mais avant de dormir, il boit son petit lait chaud, ou peu importe c'est quoi la routine que tu l'as donnée. Mais il faut créer une routine à un enfant, la structure. Un enfant ne vit pas sans structure. Peut-être dans ta vie, toi, tu es dans la débauche, tu n'as pas de structure, mais fais pas d'enfant, parce que sinon, on va venir te gérer. Manque de surveillance en fonction des besoins de l'enfant de la part des parents ou de la personne qui est en garde. Donc, ça veut dire que tu fais garder ton enfant parce que si on dit soit les parents ou la personne qui te garde. Peut-être toi, comme parent, tu t'encadres ton enfant, tu le surveilles, mais tu le fais garder par quelqu'un qui s'en fout. La personne, elle regarde, pendant elle vient garder ton enfant, elle est en train de garder Netflix comme ça. Ah. Là, ton enfant, il passe par la fenêtre, ton enfant est en train de monter sur le toit, de faire des pirouettes. Et la personne ne sait pas, mais toi, tu es responsable. Et on va continuer, on va terminer avec la négligence pour cette fois-ci. Négligence sur le plan éducatif en lien avec l'instruction de l'enfant.
L'enfant est d'âge scolaire et ne fréquente pas d'école. Donc, l'enfant est supposé, l'école est obligatoire. Donc, il n'y a aucune raison que ton enfant, il est supposé, il est l'âge pour aller à l'école, fréquenter l'école, il n'y va pas. C'est quoi ta raison? L'enfant s'absente fréquemment de l'école sans raison et ses apprentissages s'en trouvent limités. C'est-à-dire que l'enfant, ben, tu sais, c'est compliqué. Le professeur le voit presque pas quand il écrit absent, absent. Il est toujours absent. Tu sais, il y a un suivi, l'école va te contacter, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton enfant ne vient pas? Ah, ben, parce que je me suis levé trop tard. On va te signaler. L'instruction que reçoit l'enfant à la maison ou dans un autre milieu ne lui permet pas de faire des apprentissages nécessaires à son intégration. Donc, la maison, soit ils sont trop religieux, trop bornés ou ils ont leur propre technique, ils disent à l'enfant, donc l'enfant, c'est compliqué avec l'enfant pour apprendre, pour se développer, parce que l'enfant, le but, c'est de devenir un citoyen responsable. Mais si tu ne donnes pas tout ça, mais c'est compliqué. Bref, on va s'arrêter à cette partie-là. Il y en a tellement, guys. Il y en a tellement à suivre. Mais on va s'arrêter à là pour le moment. Mauvais traitement psychologique. Donc, c'est sûr, on va continuer à regarder en détail les différents articles. Mais juste pour vous dire, quand on regarde tout ça, vous comprenez que je pense pas que la protection de la jeunesse, c'est un plaisir d'y prendre l'enfant. Et avant même qu'on vienne prendre l'enfant, il y a des contacts qui sont faits. Il y a des signalements qui sont tentés d'être faits. On essaie, quand il y a l'observation, avant de dire qu'un enfant est négligé ou quoi que ce soit, ben on va observer. Si à tous les jours, c'est sûr à chaque jour, lundi, il pleuvait, ben tu sais, l'enfant vient en sandales. Ou l'enfant vient, il est toujours négligé, quelqu'un que ses cheveux sont tout collés là, il avait une mousse dans sa tête. Le professeur, les éducateurs vont essayer de contacter le parent. Je sais pas, ton enfant, on a trouvé avec la gomme dans les cheveux, et puis c'est comme, ça fait des boutons, peut-être il faudrait regarder ça. Ils vont laisser une note. S'il n'y a aucun suivi, oh, ok. Ils laissent une note aussi. Il y a des dossiers qui se montent, ils observent les événements. Mais après un certain temps, si tu vois que l'enfant, il est négligé dans tous les aspects, mais tu n'as pas le choix de le signaler, de dire, mais ils sont où tes parents? On essaie de rejoindre tes parents et tes parents, ils viennent pas. Ah, mais maman, je la vois jamais parce que maman, elle est retournée au Congo, elle va revenir, mais elle est allée vivre au Congo. Nous, on est tout seuls, je suis à la maison avec mon grand frère, mais mon grand frère, il n'est pas capable de nettoyer les cheveux. Et puis, vous êtes étonné qu'on va vous prendre l'enfant? Soyons réalistes. Donc, c'était ça. C'était déjà pour aller sur ce coup parce que j'ai vu beaucoup de témoignages de monde venir dire la protection de la jeunesse, elles veulent parce que nous voler. Et j'ai entendu ça. La protection de la jeunesse veulent nous voler nos enfants noirs. Comme. Parce qu'ils veulent faire de l'argent sur le dos des enfants. Alors que quand ils prennent en charge votre enfant, l'État qui paye pour vos enfants. Donc, c'est nous, les contribuables, qui payons pour votre enfant. Ils ne font pas plus d'argent. Si maintenant vous dites que les travailleurs, les intervenants, ils sont payés, mais tout salaire mérite, tout travail mérite son salaire. Si un intervenant travaille avec ton enfant, il fait la job que tu es supposé faire, mais c'est sûr qu'il doit être payé, tu sais. Soit un minimum de logique. C'est-à-dire que toi, tu penses que le gouvernement, il t'envoie une allocation familiale, toi, tu prends l'argent pour nourrir tes hommes. Parce que toi, tu es une mère indigne, tu es une mère sans vie. Tu prends l'argent comme au lieu d'aller faire l'épicerie pour tes enfants, et puis il y a des femmes qui font ça, c'est réel. Elles prennent l'argent d'allocation, au lieu de faire l'épicerie pour leurs enfants, elles vont acheter des gros morceaux de steak, des gros plateaux de viande, elles vont préparer des bons plats pour leurs hommes, et pas les pères de leur famille, là, pour leurs chéris qu'elles ont rencontrés. Des fois, parce qu'elles sont en carence affective, clairement. Elles ont besoin de chercher l'amour. Donc, elles vont préparer ça, montrer qu'elles sont des bonnes femmes pour leurs hommes. Et pendant ce temps-là, les enfants, ils vont manger des nouilles, du pain avec du ketchup, du pain avec du beurre d'arachide. C'est ça qu'ils vont manger dans leur chambre. Ou des fois, de temps en temps, si ils tombent sur un gars qui est pas pire avec eux, il va acheter peut-être un petit McDonald's, du joyeux festin pour les enfants, et puis voici, vous avez votre luxe.
Mais la plupart du temps, ces enfants-là, ben, ils sont négligés. Quand c'est temps d'aller à l'école, leur boîte à lunch, ben, ils prennent qu'est-ce qu'ils trouvent. Ils vont prendre un pain, il y en a qui vont mettre du sucre dans le pain, ils vont mettre un peu de miel dans le pain, et puis ils vont manger toute la journée. L'enfant à côté d'eux, ben, tu vois qu'il a son bon sandwich avec jambon, fromage, mayonnaise, laitue, tomates. Ils vont voir leurs pommes, leurs poires, leur yogourt, leur petite salade de fruits que maman a coupé les fruits, leur petit jus que maman a pressé ou papa a pressé, leur petit, leur petit morceau gâteau banane, leur gâteau banane, oui. Ils ont toute leur boîte à lunch bien pleine et tu vois ton enfant qui arrive avec l'autre enfant qui est là, avec du pain. Et puis, même pas des sardines, là. Du pain, puis il y en a qui mettent du ketchup dedans, ils mettent qu'est-ce qu'ils ont trouvé, puis ils mangent comme ça rapidement. Et puis, il regarde son enfant, son ami à côté, qui est bien là, en train de manger son festin. Là, des fois, ces enfants-là se retrouvent, ils vont voler la boîte à lunch, dans la boîte à lunch de leur ami, parce qu'ils se nourrissent. Ils savent que chez eux, en plus de ça, leur mère va rien les donner, il n'y a rien à manger, leur mère s'en fout d'eux. Par contre, ces mères-là, tu les vois avec des longs ongles, ils s'achètent des perruques, les longues perruques à presque 1000 euros, 2000 euros la perruque, 1200, 1500, 900 dollars, même 900 dollars une perruque, moi je trouve c'est beaucoup. Donc, et puis ils sont bien, leurs petits vêtements de même, ils posent des photos, tu les vois sur les réseaux, ils ont l'air de baddies, de femmes fatales, mais je suis comme l'enfant. De temps en temps, quand elles affichent leurs enfants sur les réseaux, elles ont 2-3 petites tenues que l'enfant va porter. Quand l'enfant a fini de prendre la photo avec la tenue, retire le vêtement. Et puis l'enfant, tu le vois, il porte ses vieux petits vêtements tout sales, tout troués. C'est ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va continuer le dossier. Oui, c'est trigger. Et voici qu'est-ce que j'en pense. C'est même pas qu'est-ce que j'en pense, c'est qu'est-ce que c'est. La protection de la jeunesse. Ils sont là pourquoi? Pour protéger les enfants. Parce que beaucoup de gens font des enfants pour des mauvaises conditions. Des gens font des enfants pour régulariser leur situation dans un pays. Des gens font des enfants pour chercher l'amour parce qu'ils pensent dans leur tête que c'est ça qui va faire que l'homme va les aimer, va les prendre pour des humaines. Il y en a qui font des enfants parce que la pression sociale. Ah, mais on l'a dit, il faut que j'ai un enfant, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant, mais je vais faire un enfant. Puis là, l'enfant, quand il est là, elles sont pas prêtes à gérer l'enfant parce qu'un enfant vient avec des responsabilités. Et si tu n'es pas prête à prendre ta responsabilité, le système va venir t'encadrer. Il va pas te payer pour que toi, tu gaspilles, tu pourrisses l'enfant. It is what it is. On se retrouve au prochain.